Eh bien, bonjour, nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes. Nous sommes avec Florent Moragas. Bonjour Nicolas. Des éditions Odonata. Bon, on a l'habitude de te recevoir à chaque fois qu'il y a hein. Mais merci de me recevoir. Ouais, parce qu'en général, il y a de l'actualité, toujours de l'actualité à nous présenter. Odonata, on connaît, c'est un Sectopia, c'est Omega, c'est des jeux qui maintenant sont bien installés, hein, faut le dire. Oui. Voilà, ouais. Mais là, il y a de l'actualité qui arrive. Voilà, il y a Sapinka qui a eu une campagne de financement qui a très bien marché. Voilà, ouais. Donc tu vas nous en parler pour ceux qui seraient intéressés parce que ça va sortir en retail forcément, donc on va le trouver aussi en boutique pour ceux qui étaient désargentés à ce moment-là. Hein. Voilà. Et on va parler aussi des chroniques de Valran, c'est ça. Voilà, je l'ai bien dit. Je me suis entraîné. Et puis après, on va parler, je sais plus, on a une campagne qui vient de s'achever. Ultraviolet Grassland qui vient de s'achever. Et puis on aura aussi donc les chroniques de Valran et puis Résilience qui va arriver le 6 juin en souscription aussi à notre jeu. Puis après, on aura d'autres projets. Bon, ça tourne pas mal. Bon, alors Sapinka, c'est fait par des potes, on peut le dire. Hein. C'est Hurtor, c'est Eric, qui font maintenant partie de la maison pratiquement. Hein. Voilà. Donc alors, Sapinka, on connaît les travaux d'Eric au niveau historique, etc., qui restent en calé. Hurtor, il a peut-être amené la touche latino, non? Oui. Il y a eu la touche latino. Moi, j'ai apporté aussi une touche de fantastique et puis je dirais qu'est-ce qu'on allait jouer véritablement dans le jeu dans Sapinka. Et on a travaillé aussi avec Cédiac le rôliste pour ces sujets. Donc Sapinka, l'idée elle est simple, hein. C'est qu'on a un sujet historique qui est apporté pas mal par Eric, beaucoup par Eric, et on a mis du chrony dedans. Donc dans Sapinka, on va incarner des Amachaks, c'est-à-dire des agents secrets de l'Empire Inca au XVIe siècle, en 1534. Mais pour tout te dire, ce qui s'est passé, c'est que les conquistadors, on connaît l'histoire, les conquistadors ont conquis très rapidement l'Empire Inca. Et bien là, ça ne s'est pas passé parce que les dieux Inca existent. Inti, Mamakia, Pachamama, tout ça. Ils existent, ils ont donné des pouvoirs aux Incas. Et donc, les conquistadors sont fait repousser. Et on s'est embêté, on a fait une carte, tu vois. On a fait une carte de l'Empire Inca qui est 5000 km de long, hein, où on a tout l'Empire Inca avec les Suyus qui étaient des régions à l'époque. Et là, tu as en rouge les enclaves espagnoles. Il y a eu un armistice. Et les Incas, donc, continuent à maîtriser leur territoire. Et ils ont repoussé en partie les Espagnols. Et donc, ils vivent également avec les Espagnols. Et ce qu'on va vous proposer de jouer, c'est des Amachaks, donc des agents secrets de l'Empire Inca, qui ont des pouvoirs divins. On choisit un dieu, Inti, Mamakia ou autre. Et on a des pouvoirs d'animaux aussi, des pouvoirs totems. On a un métier, on peut être courtisan, courtisane, guerrier, prêtre, on a de la magie, tout ça bien sûr. Et donc on va incarner un de ces personnages, un agent secret donc de l'Empire Inca. Et on va lutter contre les conquistadors bien sûr, qui restent là, contre des peuplades qui veulent détruire l'Empire Inca aussi, parce que il faut savoir que l'Empire Inca il y avait énormément de peuples qui ont été fédérés sous l'Empire Inca. Donc il y a des rébellions. Et puis bien sûr, il y a des dieux gentils, il y a des dieux mauvais aussi, il y a des forces occultes qui sont sous terre dans l'Empire Inca. Et puis on a bien sûr la découverte sur les civilisations perdues, les civilisations donc qui ont vécu dans l'Empire Inca avant l'arrivée de l'Empire. Donc les Nazca par exemple et autres. Donc c'est un jeu culturel où on va incarner les Incas avec les particularités de ces Incas. Donc il n'y a pas de monnaie. C'est du troc. C'est du troc. Et on communique avec des quipus qui sont on écrit avec des quipus qui sont des lianes tressées. Voilà, on compte également comme ça. On a des travaux en commun pour l'Empire Inca. Et donc on est sous cet empire-là. Et un jour, on a un agent secret qui a une force, qui a des pouvoirs, et on forme une équipe et on va intervenir dans tout l'Empire pour donc lutter contre les Espagnols, maintenir la force de l'Empire et les dieux occultes, mais aussi donc les civilisations perdues. Voilà l'idée de Sapinka. Donc il y a un beau bouquin de 300 pages à peu près. Donc ça c'est un Amachak, hein, donc ça c'est un voyageur. Donc on peut voir qu'il a un animal totem et un dieu, le dieu qui est Inti, il a un symbole, donc ça a été fait, chaque personnage préféré a été fait donc avec ses particularités. Et donc on a donc
un système de jeu qui va fonctionner autour de D8. Ouais. C'est un système assez simple avec on a les compétences, ouais. les caracs et les compétences, et on va tirer carac plus compétences, et on a un nombre de réussites à faire avec, avec le D8. Voilà pour le fonctionnement. Tiens, je te montre la feuille de personnage. Ouais. Voilà, donc tu remarqueras qu'il y a les animaux principaux des Incas, qui sont donc la vipère, le puma et le condor. On a rajouté le dauphin pour faire une quatrième caractéristique. Ouais. Puis après, on a des compétences. Voilà. D'accord. Donc, feuille assez simple. On a des œils mystiques. On peut avoir des pouvoirs supplémentaires si on est en accord avec son dieu et avec donc l'Empire Inca. On peut être châtié aussi. On peut perdre ses pouvoirs si on s'écarte du droit chemin. Voilà. Donc il y a un bouquin de base avec tout l'univers décrit, l'Uchronie. Ouais. Et puis on a le Tawantinsuyu, qui est le territoire. Déjà le nom est un challenge. Hein. Le Tawantinsuyu. Moi j'arrive à le dire très bien. Ben voilà, le Tawantinsuyu, c'est le nom de l'Empire Inca. C'est les Suyu, il y a 4 Suyu qui sont des régions. Et bien le Tawantinsuyu, c'est l'ensemble de ces régions. Voilà. Hop, tu vois. Super carte, hein. Très jolie. Ouais. Voilà. Et on a aussi, hop, je te montre, Cusco, la capitale Inca, avec donc le Han et le Orin, en fait les quartiers, la forteresse au-dessus, donc tout la civilisation Inca est développée. On a différentes cartes à l'intérieur, et puis donc on a des scénarios aussi, et on a décrit finalement de manière archéologique, d'abord ces territoires, et après on a rajouté des personnages qui font des pouvoirs, et puis vous partez sur une base historique et vous avez des couches fantastiques dessus. Des couches fantastiques dessus, avec de l'occultisme et de l'héroïsme finalement. Voilà. Mais alors on joue, on n'a pas des super pouvoirs au départ, hein, on a des petits pouvoirs qui vont influencer finalement la manière dont on va jouer les scénarios, et puis après ça va augmenter avec l'expérience, bien sûr. Voilà. Voilà, donc là tu as Huascar qui était un gouverneur de région. Et on a décrit aussi Francis, ça c'est un chef à Machac. Voilà. Donc, tu vois. Donc on a une charte graphique très colorée avec les couleurs Inca. Ça, c'est Amaru, qui est un chef Inca aussi. Donc, il a le médaillon des Amachak, qui est le médaillon comme quoi tu es doué de pouvoir. D'accord. Particularité, tu peux jouer également, tu joues des élus, mais les dieux Inca peuvent, par malice ou par choix, choisir des conquistadors, des occidentaux pour devenir des Amachak. D'accord. Et ils sont intégrés au corps Amachak. D'accord. Donc il y a un certain mélange. Ah oui. Voilà. Voilà. D'accord. C'est une possibilité. Voilà. D'accord. Les Occidentaux, tu m'as dit que c'est des enclaves espagnoles. C'est des enclaves qui sont belliqueuses ou c'est maintenant du style des comptoirs commerciaux? C'est quoi exactement? Ce sont des comptoirs commerciaux. D'accord. Ok. Ce sont des comptoirs commerciaux où les Espagnols ont réussi finalement quand même à négocier, à apporter différents éléments, produits qui viennent donc du vieux continent. Et il y a des échanges qui se font. Mais il y a des tensions, bien évidemment, qui sont en place, et des jeux politiques ou des jeux d'espionnage qui sont aussi mis en place. Donc on est là en tant qu'Amachak pour surveiller ces problèmes-là, et il y a de la contrebande. Et en plus, ce qui est historique, c'est que les Incas allaient voir des peuplades qui étaient en conflit, qui étaient sous l'ordre d'autorité Inca, mais qui étaient en conflit avec les gouverneurs, et il les tournait vers eux. Donc là, ça existe aussi. Donc on est aussi sur ces cadres-là. Voilà. C'est à la fois de l'espionnage, de l'aventure, il y a un mélange de tout. C'est à la fois de l'espionnage, de l'aventure, et puis pas mal d'occultisme et d'aspects divins ou d'aspects de dieux mauvais, voilà, qui sont mis en place dans le jeu. Dans le Tawantinsuyu, tu as plein de départs de scénarios ou d'histoires qui sont dans l'occultisme ou simplement du faux occultisme, en fait, des qui sont vrais ou des fausses magies. Puis après, t'apprends beaucoup sur les Incas finalement si tu joues à ce jeu-là. Ah ben là Et les gens qui ne savent pas trop la différence qu'il y a entre les Incas, les Aztèques, les Mayas. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Hein. L'Empire Inca, ça n'a rien à voir avec. Voilà. Et alors déjà, entre les Aztèques et les Incas, les Aztèques, ils aimaient beaucoup sacrifier. Ils faisaient des sacrifices humains. Ils en prenaient 1000, 2000 dans la journée. Ils les égouillaient avec les torrents de sang, tout ça. Hein. C'était Les Incas, pas du tout. Ils faisaient des sacrifices humains. Mais très rarement, une fois par an, une dizaine de personnes, quand les dieux apparemment n'étaient pas contents. Donc c'était pas du tout. Et c'était sur le volontariat, il me semble, non? C'était sur le volontariat, oui. Voilà. C'est surtout des jeunes filles qui étaient sacrifiées. Voilà. Après bon, c'était une culture comme ça, mais c'était assez rare. Par contre, il y a la culture du sacrifice. Enfin,
d'offrande. D'offrande. On fait, on sacrifie des animaux aussi. Mais voilà, c'est mis en place dans le jeu. On apprend beaucoup. Tu sais que on l'a fait relire par Johan Berens, qui est un professeur d'université sur le côté hispanique et donc l'Empire méso-américain. Donc il nous a relu plein de détails. Il nous a dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Et la première chose qu'il nous a dit, il m'a dit eh bien, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de détails de l'Empire Inca dans le jeu. Et j'étais agréablement surpris. Et donc, après, il nous a fait des commentaires. On a suivi ou pas ces recommandations parce qu'après, il y a le jeu. Il faut laisser la place au jeu aussi. Hein, voilà. Et le choix de charte graphique, alors, comment ça s'est passé? Parce que là c'est très lumineux, je trouve. Bah, écoute, c'est... tu vois, je trouve que c'est lumineux comme ouvrage, je sais pas. Il y a, alors c'est le choix de la charte graphique, c'est fait avec Jocelyn Grange, qui est donc la boîte Jocelyn Grange, qui est aujourd'hui meilleur ouvrier de France en graphisme. Oui, il se baladait à un moment donné. Ouais, voilà. Et très aéré, coloré, parce que finalement les Incas on connaît les patchwork Incas avec toutes les couleurs, voilà, les mélanges de couleurs, ils utilisaient, c'était très très coloré, trop coloré. Donc là, on a séparé par des chapitres les couleurs, et on a aéré, on a aéré tout ça. On a un côté avec les lettres, je dirais méso-américaines ou des lettres qui évoquent finalement cette civilisation. Avec on rappelle les textures, les tapis, les tissus qui étaient réalisés, parce qu'il y avait des tissus, des poteries qui étaient réalisés. On parle de ça dans le jeu d'ailleurs. C'est très élégant. Bien, merci. Voilà, le choix graphique, il a été fait avec Jocelyn, avec aussi le directeur artistique de Nata Édition, qui est Gabriel Pardon. Et voilà. Et là, vous avez chapitré avec des couleurs différentes en fonction du truc. C'est un repère visuel, quoi. Voilà, c'est des repères visuels. Là, tu as les dieux. Là, tu as par exemple Viracocha et Inti, qui sont les dieux principaux. Viracocha, c'est le dieu créateur, Inti, c'est le dieu soleil. Voilà, et après, il y a d'autres dieux qui sont présentés. Il y a toute une série de dieux, un dieu pour tout. On les a pas tous fait. Comme il y a un peuple, il y a 200 peuples, on les a pas tous fait non plus. Donc il y a une complexité. Et puis ça reste de l'archéologie. En fait, l'histoire, c'est écrit par les vainqueurs, c'est écrit par les Espagnols finalement. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà, donc il y a de l'archéologie qui explique ce que c'était vraiment a priori quoi. Donc il y a des zones d'ombre finalement dans l'histoire, puisque ça nous a été rapporté par les vainqueurs et par l'archéologie. Mais on a tracé tout ça, et tout en gardant une idée de jeu et d'intrigue politique entre les différents seigneurs entre guillemets, et puis des jeux politiques, et puis après des forces occultes, des complots des Espagnols, qui vont vouloir faire tomber un gouverneur ou vouloir faire de la contrebande. Voilà, là tu as les quipus qui sont présentés dans la langue et l'écriture. Là, c'est des arts qui sont présentés. Alors, il y a plein d'objets archéologiques qui ont été retrouvés. Donc, ça, c'est véridique et c'est d'après des sources. Puis, on explique aussi la vie quotidienne dans le jeu. Ouais, d'accord. Il y a écoute, moi, je vais faire jouer. Parce que je fais jouer à tous les jeux que je publie. Je suis pas auteur. J'ai participé beaucoup à l'idée originale et à cadrer le jeu. J'étais directeur éditorial sur le projet, et donc je vais faire jouer le jeu, et il faut s'imprégner du contexte de l'univers finalement assez rapidement, et puis après se plonger dans cette logique où on a une hiérarchie et on va on a certains vraiment pour les joueurs qui sont en recherche d'exotisme un petit aussi, c'est vraiment... Oui, tout à fait. Si je devais faire un parallèle, tu vois, on a le livre des 5 anneaux, où on a cette culture qui est mise en place. C'est mis en place de manière légère, quand même. Et après, on a le gameplay, on a le jeu à l'intérieur, en tant qu'occidentaux, puisqu'on ne peut pas jouer, un japonais du médiéval, parce qu'on ne sait pas comment il était véritablement. Et là, c'est pareil pour Sapin Inca. D'accord. Voilà.
Donc là, pour cadrer un petit peu les aventures, tu as sorti un truc de scénario aussi, je vois. Ouais. Voilà, il y a des scénarios. Aider un peu. Il y a déjà à l'intérieur. Il y a des scénarios dans chaque livre, plus des pistes de scénario dans Terre-Montine Tsuyu. Parce que je pense qu'on a quelqu'un qui achète ça, qui connaît rien, il a besoin d'être un peu guidé au début, hein, avec les scénarios, avec. Oui. Alors il y a des scénarios à l'intérieur, il y a des pistes de scénario, et là il y a 9 scénarios dans ce livre, voilà, qui couvrent un peu l'ensemble des possibilités de scénario. D'accord. Avec différents, je dis l'occultisme, de la manipulation, des aspects historiques, hein, tu vois, où on va rencontrer Armando de Soto, où voilà, il tente il y a un mariage, c'est historique, il y a un mariage, voilà, il en a refait un peu l'histoire, à partir de cette base historique, il y a un mariage entre ils veulent marier finalement une Espagnole à un seigneur inca, et finalement ça se passe mal, bon voilà, donc il y a des influences des Espagnols dans ce scénario. Mais on va avoir aussi des scènes de combat, des scènes de bataille, on va aller trouver dans la forêt amazonienne, une partie de la forêt amazonienne, un manuscrit sacré, qui pourrait être sacré, j'en dis pas plus, voilà, ça te met sur une piste, voilà. Tu rencontres des Espagnols, dépravés aussi, voilà ce genre de scénario. Bon, il y a aussi des têtes réduites. Bien sûr, logique. Hein. Ça fait partie du côté amazonien. Jivaru, tout ça, Parce que finalement, l'Empire Inca, c'est énorme. C'est très grand. C'est très grand. Et donc, c'est toute la cordillère des Andes, plus une partie de la forêt amazonienne. Toute la zone Quechua, tout ça aussi. Voilà. Ouais, écoute, franchement, c'est très intéressant. C'est un produit quand même atypique, hein. C'est pas courant, donc on a vraiment t'as un spectre large maintenant de Donata. T'as de la science-fiction, hard science avec des Omega, t'as ton petit bébé qui est Insectopia, où là vraiment on se plonge dans un univers complètement dingue avec des humanoïdes, des insectes humanoïdes. Et là maintenant tu proposes un jeu où l'aspect culturel et pédagogique est très important. Oui, c'est des hasards je sais pas. Je crois qu'il y a l'inspiration, il y a l'envie de traiter différents sujets. Alors Autonata, c'est d'abord un studio de création. Je suis éditeur, mais c'est un studio de création, donc il y a le plaisir de créer, soit de créer les univers avec des gameplays. Donc on fait des gameplays avec. Donc là on joue avec des D8, on a un gameplay. Et on en fait donc de la création, on essaye de rendre l'univers intéressant et de le faire jouer, et d'amener des joueurs à cet univers avec un gameplay qui est adapté. Je crois que c'est ça, Autonata. Et le gameplay, la mécanique, la motorisation que tu as fait avec Omega, que la vôtre aussi, et Insectopia, elle ne se prêtait pas à ce jeu? Non, je crois pas. Non. Non, pour toi, non. Pour moi, non. Puis c'est arrivé directement avec un système problème type. En fait, tu as un nombre de réussites, voilà. Et je trouvais que ça se mariait bien avec l'idée. Ça collait bien avec l'idée. On va pas tout faire dans le système Insectopia parce que finalement, c'est assez particulier. Ça se prête beaucoup à quelque chose qui n'est pas réel et des gens qui ont énormément de pouvoir. Alors tu vas me dire que là il y a des pouvoirs, mais c'est plus voilà. Puis il y avait l'envie de changer aussi, de diversifier, de proposer du dé et du sachet dans Insectopia. Alors dans Donata, on va faire des jeux avec le système Donata, on a pas mal en préparation, mais là non. Voilà. Et s'en est où alors c'est disponible quand? Ça pas un cas. Alors écoute, on l'a ici on en a. Et après ça va être disponible fin mars en distribution. Voilà, donc on va le mettre le temps d'envoyer aux souscripteurs. Bien sûr, d'abord. On a un contrat moral auprès des souscripteurs, donc le temps d'envoyer aux souscripteurs, et puis donc fin mars on aura en distribution, donc dans toutes les boutiques, ou sur internet, voilà. Ça marche. Le livre de base, le Terre-Montine Tsuyu, le recueil et un écran. Voilà, un écran avec un supplément qui est destiné aux joueurs. Justement, il y a l'écran et un livret qui permet aux joueurs de découvrir et de comprendre ce que l'on va jouer. Voilà. Tu as un livret que tu peux distribuer comme ça que tout le monde le regarde. Tu gardes tu gardes ton livre de base avec les secrets à l'intérieur. Voilà, donc voilà. Bon, d'accord. Voilà ce qui est proposé. Voilà.
Donc le bestiaire, on a des créatures qui sont inspirées de la mythologie inca, des contes en fait. Justement, j'allais te poser la question. Au-delà des pouvoirs, il y a aussi des créatures fantastiques. Donc. Et oui, il y a aussi des créatures fantastiques qui sont développées. Je dis qui faisaient partie de la culture inca, avec le Hualepen, le Miquelo, le Machucona. Voilà, il y a différentes créatures. On a mis il y a des morts vivants aussi. Ouais. Hein. Voilà, avec la momie. Voilà, il y avait des momies, donc on a encore des momies vivantes. Ouais. Voilà, là c'est le scénario. Puis il y a d'autres créatures qui sont disponibles. Ouais. Pas mal de morts vivants. Voilà. Alors après, je dirais que les Incas, on a mis ça s'est mis en place. On parlait de morts vivants. Les Incas avaient une vision très particulière de la vie après la mort, et ils momifiaient. Et ensuite, 6 mois ou 1 an après, ils reprenaient la momie et ils faisaient une fête avec la momie pour discuter, voilà, ils déplaçaient les gens, voilà, ils avaient quelque chose sur les esprits. Ouais. Donc il y a beaucoup de côtés sur les esprits, voilà, qu'il faut apaiser, les esprits de la montagne, les esprits des anciens qu'il faut apaiser. Des fois, il faut s'occuper d'une momie là qui est morte, il faut la déplacer. Et puis elle peut être sujette à convoitise parce qu'elle a des pouvoirs, elle demande quelque chose. Voilà. Il y a aussi ça dans le. Le jeu. Voilà. Ouais, il y a pas mal le spectre est large quand même. Oui. Tu sais, nous, on essaie d'avoir 3-4 axes de jeu pour comprendre ce qu'on va jouer, mais après d'avoir des pistes de pouvoir développer, avoir pas mal de en fonction du goût des joueurs et du meneur du jeu, s'orienter sur différentes pistes plus politiques que d'autres. Et après chaque scénario va pas faire toutes les pistes dans un scénario, on va préciser que ça soit agréable et apprendre en main pour les meneurs de jeu. Ouais. Voilà, d'accord. On va changer de genre, on va parler alors là, tu as un petit fascicule, hein, c'est juste un petit fascicule pour le salon, les chroniques de Valérine. Voilà, Valérine. Alors, c'est quoi ça? Explique-nous. Eh bien, écoute, les chroniques de Valérine, c'est un jeu qui... On va incarner des influenceurs à la fin du XVIIIe siècle, dans un monde imaginaire. Donc, c'est moderne, c'est de la fantasy. Ouais. Mais on va jouer des influenceurs, c'est-à-dire que on va avoir des aventures dans des villes ou dans les campagnes ou dans les donjons ou autres. Mais ce qui va se passer, c'est que on va vouloir changer la société, changer l'histoire, on travaille sur l'histoire. Donc on va s'infiltrer, on est un agent secret quelque part, avec un PDP, avec de la magie, et on va s'infiltrer, on va aller transformer ce qui se passe dans une cour, on va aller kidnapper un chef-haillon ou un baron qui a une mauvaise influence sur la cité. On va camoufler tout ça et à la fin, on est un journaliste. C'est-à-dire qu'on va réécrire l'histoire. D'accord. Enfin, on la modifie. Et ensuite, on l'écrit, on est journaliste, on dit, voilà comment ça s'est passé. Voilà, on est un influenceur, donc voilà. En théorie, on ne ment pas ouvertement, mais on transforme la vérité déjà pour pas dire que c'est nous, et puis ensuite pour transformer la société. Mais t'es mandaté par quelqu'un? Tu fais partie des chroniqueurs. Tu vois, là, c'est une chronique. Donc là, on t'explique ce qui s'est passé dans l'aventure. Et là, on met la chronique. On explique ça, c'est la chronique qui sera publiée dans l'Empire. Dans l'Empire. Donc, tu as un chroniqueur, tu as les chroniques de Valérine, et tu fais partie d'une organisation qui est gérée par une dame que l'on ne voit pas, qui est un peu secrète, voilà. C'est dans l'ombre d'ailleurs. Et donc, Milady. Donc tu es sous ses ordres. Bon, c'est tentaculaire. Donc, il y a 2000 chroniqueurs. Et tu vas être sous des ordres de cette hiérarchie. Donc on va jouer ces chroniqueurs dans cette hiérarchie. On va jouer un groupe qui va, au départ, aller arrêter un trafic qui se trouve dans une ville, kidnapper quelqu'un, je te dis, ou modifier, ou aller enquêter sur des prises d'otages ou des choses occultes aussi. C'est parce qu'on joue des différentes races, et puis il y a de la magie, il y a des reptiliens, il y a des elfes, voilà. D'accord. Mais c'est fin 18e. Et donc on est mandaté par les chroniqueurs et on fait un rapport à la fin. Et c'est nous à la fin du scénario, donc il y a un petit travail, on va rédiger la chronique qui va être publiée. Donc les joueurs la font et là on présente au maître du jeu pour savoir comment on manipule l'histoire. Comment on évolue finalement dans le corps des chroniqueurs, qui est un corps secret, donc voilà, c'est Illuminati quelque part, qui a un corps secret, comment on évolue dedans et comment on fait évoluer finalement la société. Parce que il y a une utopie qui est de rendre finalement ce monde meilleur. D'accord. Il y a quand même un objectif positif. Il y a un objectif positif, un objectif d'évolution de la société, mais avec le secret et la fin qui justifie les moyens. D'accord. Ok.
Donc ça, il y a la campagne qui va commencer bientôt. Eh bien écoute, oui, on a la charte graphique faite par Jocelyn. Ouais. Donc le financement en avril, fin avril. Ouais, c'est écrit en gros en plus. Voilà, financement en avril. Et on a donc la charte graphique, tu vois. On a fait quelque chose. Donc c'est littéraire, en fait c'est littéraire. Comme on va jouer des lettrés en fait. Des lettrés. Ouais. On a une charte graphique assez lettrée, donc. Fin 18e, début 19e, tu vois, avec ce vieux papier et comment les illustrations, la mise en page était faite à l'époque aussi. Voilà donc la manière dont on va le mettre en place. D'accord. Avec une typographie de l'époque aussi. Ouais. Je vois. Et le système de règles en fait, ça fonctionne comment? Alors c'est un nombre. Tu as des caractéristiques et compétences. Et tu vas acheter des D12, des D12 avec un niveau de difficulté et tu dois avoir le D12, tu vas avoir si c'est facile, tu fais une réussite sur de 1 à 10. Si c'est difficile, tu la fais de 1 à 3. D'accord. Tu as un nombre de D12 avec un nombre de réussites. D'accord. Il y a pas mal de systèmes aussi tu peux parier sur ta réussite, récupérer des points, il y a un côté panache dans le jeu. Voilà, qui est mis en place. Le jeu est développé par Théo Chailloux. Ouais, on a eu l'occasion de discuter à Octogone. Et voilà, le système fonctionne comme ça avec un pool de D12 que tu jettes. Et il va avoir quoi? Un livre de base Alors on va avoir un livre de base et écran et recueil de scénario, cartes, cartes du monde. Voilà. Format classique. À peu près format classique. Ok, d'accord. Voilà pour les chroniques de Valrin. Eh ben, écoute, merci pour ces informations. On va s'intéresser à ça. Bon, on a déjà fait ça. On devait parler d'un troisième. UVG et un troisième. Voilà. Alors, on est où ça? Alors, déjà, il y en a qui peut-être qui connaissent pas. Ultraviolet Grassland and the Black City. C'est très particulier. C'est très particulier. Donc, Ultraviolet Grassland and the Black City, c'est une aventure qui se joue c'est une caravane qui se déroule dans un désert, dans des grasslands, enfin dans des steppes, qui sont où le temps et l'espace a été entrechoqués. Et donc on va rencontrer des endroits assez particuliers, complètement fantasmagoriques, dans cet univers très particulier où on va avoir des conflits un peu à la Mad Max, des prêtres fous, voilà. C'est imaginé, c'est très Métal Hurlant, Moebius. Voilà. Le graphisme est très Moebius. Il y a 300 illustrations dans le livre de base. C'est une traduction. L'auteur c'est Luca Rejec ça a été fait en anglais, en allemand et en espagnol. Et maintenant en français. Et en français maintenant, voilà. Et donc c'est un road trip. C'est un petit système avec un road trip qui est mis en place avec des illustrations fabuleuses. Ça a été financé donc avec succès fin de l'année dernière. Et donc on fait la production là. C'est en pleine production. C'est en pleine production. Donc on va avoir ça à l'été probablement. T'es dans les temps au niveau calendrier? Ouais, ça va. Ça va. Voilà. C'est vraiment rare pour être signalé quand même. Oui. Donc les makers, vous aurez vos. Et on fera probablement une night pledge. Voilà. De toute façon, c'est un produit qui a vachement accroché quand tu as fait la campagne, parce que c'est vrai que cette imagerie Métal Hurlant, ça parle à pas mal de monde, et une certaine génération aussi, faut dire. Donc il y a beaucoup de nostalgiques de période de Métal Hurlant, Druyet, tout ça, qui se sont jetés dessus. Oui, mais c'est marqué, quoi. C'est marqué. T'as des paysages avec carrément avec la tour du heavy metal. Il y a des trucs moi j'avais assez fantasmagoriques. flashé sur le truc, quoi. Donc là, on a fait le tour. Oui, alors simplement, je voulais parler aussi de. On va faire notre souscription parce qu'il y a des trucs qui arrivent. Voilà. Ça fait un moment qu'on avait des trucs dans les tiroirs, tu vois. Donc. T'es là pour ça, vas-y. En juin, on va parler des résiliences, le retour des saisons. Alors là, tu vas jouer dans un monde qui est revenu au néolithique, un peu imaginaire. Et ce monde, il y a eu une perturbation climatique très forte. Et il y a les climats sont complètement transformés. Tu peux avoir, il fait 35 degrés et 2 heures après, il fait moins 10, moins 15 et ça transforme par là, ce qui fait que la vie n'est plus tellement possible et tu as des îlots de vie comme ça. Et toi, tu joues une nymphe, enfin, pas une nymphe, quelqu'un qui est élu par les nymphes des saisons et qui va replacer finalement, qui va reconstruire les civilisations et rééquilibrer finalement ces zones climatiques. Il y a des moments de rupture où finalement, c'est des cristaux qui sont placés sur la vie, de corruption, que tu vas devoir chasser.
Et tu vas jouer avec un plateau central, avec des pastilles. C'est un jeu de société jeu de rôle. Et tu vas placer dans un chemin. Tu vas raconter le chemin de chaque saison pour reconstruire finalement ces civilisations avec des scénarios où il y a de la rupture, ou des scénarios où tu vas devoir faire de la coordination entre les peuples. Ouais. Voilà, c'est très dans un monde je dirais erratique et détruit, mais où tu vas apporter la lumière et la concorde. Donc c'est un produit hybride entre le jeu de rôle, mais c'est scripté alors. Alors tu as un jeu de rôle, mais après le truc jeu de plateau, c'est que tu as un plateau, en fait tu as une carte en gros, avec le parcours des nymphes où tu vas placer différentes billes que tu tiens, et tu vas la placer sur les systèmes de jeu, et tu joues en commun. D'accord. Et tout le monde joue sur le même plateau. D'accord. Ok. Ouais. C'est ça, le côté jeu de plateau, c'est ça. C'est qu'il y a un plateau où tu joues ensemble. Ouais. Et donc tu jettes pas de dés, mais tu vas jouer ensemble pour construire un chemin et réussir quelque chose ensemble. D'accord. Suivant les actions, s'il y a une saison qui est très avancée, tu vas jouer plutôt dans cette saison-là, ou essayer de pas avoir des billes de rupture qui se placent. Tu vas essayer de te sacrifier pour ne pas les mettre. Voilà, essayer de jouer entre toi te sacrifier et faire évoluer le plateau et arriver au bout de l'aventure tous ensemble. Ouais, c'est essentiellement narratif alors. Non, pas forcément. Non. Il y a vraiment un ressort de jeu à tirer. Tu fais des tests. Ouais. T'en fais pas comme Donjons & Dragons, t'en fais pas 40 000. Ouais. Et tu fais des tests pour savoir si tu réussis et le scénario rebondit en fonction des tests, des réussites ou des échecs. Mais c'est quelque chose de global. D'accord. Et tu le gères ensemble. Ok, on va en savoir plus quand de ce truc. Avril-mai, je vais commencer à en parler. Ouais. Tu vois, les chroniques, on va faire, va y avoir un livret de découverte qui va être prêt, et on va faire un livret de découverte aussi pour les résidences, le retour des saisons. D'accord. Voilà. Et c'est un jeu de qui? C'est Jean-Khalil Atala, qui est un auteur de Besançon, qui travaille avec nous depuis un moment, qui est avec nous sur les systèmes aussi. D'accord. C'est un nouvel auteur qu'on avait sélectionné il y a un moment. Tu vois, c'est des projets projets qui arrivent à maturité. Ouais, ok. Voilà. Florent, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Hein, écoute, merci pour toutes ces infos. Merci à toi. On a pris plein de trucs, parce que je n'étais pas du tout au courant de résilience. Tu as vu ma tête, hein. Oui. Donc, ça t'a intrigué, hein. Ouais, voilà. C'est pas du tout j'ai un peu compris, mais ça demandera un peu plus de. Ça on fera un focus. Un petit peu abstrait quand même. Il va falloir au niveau explicatif, ça va. Mais par contre, c'est vachement intéressant. Voilà. Les chroniques, on en avait parlé en octogone justement avec Théo Chaliou. Oui. Donc on s'y attendait, que ça arrive, quoi. Voilà. Et puis ça pas un cas. C'est incessamment sous peu, on va voir le produit dans le 3e jeu de rôle dans les boutiques. Donc, voilà, tout à fait. Donc, il reste, avant qu'on se quitte, je veux savoir un petit peu si tu comptes encore développer avec Odonata, Omega et Insectopia. Alors oui, bien sûr, Omega et Insectopia sont en développement. Et Insectopia, on a un retard sur la livraison de la campagne, enfin des 3 bouquins. Donc ça se finalise. On est en train de finaliser tout ça et on va le sortir dans l'année. Donc Insectopia, c'est en finalisation. On pense à faire un Insectopia 2 aussi, dans les cartons aussi. D'accord. Voilà, une nouvelle version. Après une réédition. On va avancer. Et Omega, on a des campagnes qui sont en cours d'écriture. D'accord. 3 campagnes qui sont en cours d'écriture. Voilà. Donc on a lancé on a mis pas mal de tisons dans le feu. Pour voir comment ça allait évoluer. Bon. Et voilà, donc de toute façon, il y a déjà pas mal de matos, ils peuvent attendre les gens. Il y a pas mal de choses à faire avant. Il y a du scénario, tu as je crois une quinzaine de scénarios actuellement. Publiés par nous. Plus ceux qui sont dans les livres, dans les magazines, donc voilà. Et après, oui, on a commencé à penser. Dès que ça s'est fini, on s'est dit il y a ça, ce sujet, donc c'est parti. Ok. Écoute, merci Florent, bon salon, bonne continuation. On va sûrement se reparler ensemble et écoute, merci et encore, c'est gentil à chaque fois de nous accorder du temps pour donner des trucs. Je sais que t'es très occupé. Voilà. C'est normal. Merci.